Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Donc, comme l'a dit le docteur Vélez, je suis Sabrina Perret, juge de paix pour le district de Lausanne et précédemment juge de paix pour le district de Nyon. L'objectif de mon intervention du jour, c'est de vous présenter de manière relativement générale une procédure devant le juge de paix en matière de protection de l'adulte. Et puis au travers de ce sera donc le fil rouge de ma présentation, et puis au travers de cette procédure qu'on va prendre étape par étape, je vous exposerai voilà, ce que le juge de paix peut entreprendre, et puis j'essaierai de faire des liens aussi avec les aspects dans le cadre desquels nous sommes amenés à collaborer dans le cadre de cette procédure. Alors c'est toutefois un vaste sujet qui sera difficile de couvrir de manière exhaustive dans le temps qui m'a été imparti. Je m'excuse d'avance si je dois passer un peu rapidement sur certains aspects qui vous auraient peut-être arrangé. Je vais faire au mieux pour pas aller trop vite. Alors le plan de ma présentation est relativement bref. Je vais commencer par une slide avec la vue d'ensemble de cette procédure, et puis ensuite je reprendrai les étapes de la procédure les unes après les autres en rentrant un peu plus dans le détail. Je vous remercie et puis je vous invite peut-être à garder vos questions pour la fin, que je puisse aller au bout de ma présentation, en sachant que même si à la fin il reste plus beaucoup de temps pour les questions, je me tiens à disposition une fois la séance levée si vous avez d'autres questions que vous souhaitez m'adresser de manière individuelle. J'ai mis un tout petit lexique juridique puisque j'ai utilisé des abréviations dans mes slides pour les différentes lois que j'ai mentionnées. Donc voilà, ça je passe rapidement là-dessus. Et puis, très rapidement, voilà, vous pourrez vous y référer cas échéant. Et puis, donc je viens maintenant sur cette slide qui reproduit sur une vue d'ensemble la procédure telle qu'elle se déroule devant l'autorité de protection. Donc vous l'avez ici devant vous. Alors attendez, je me suis perdue, très bien. Donc on a les diverses étapes. Tout d'abord la saisine de l'autorité de protection, et puis l'ouverture de l'enquête une fois qu'on a été saisi, les mesures urgentes que le juge de paix peut être amené à prendre dans le cadre de la procédure, l'enquête ensuite qui mène, aussi avec votre aide, et puis au final la décision qui sera rendue par l'autorité de protection de l'adulte, et puis au final quand on décide de mettre en œuvre une mesure, il y a encore une mesure dont le juge de paix assure le suivi. Je précise ici que ce schéma il va s'appliquer indifféremment, en fait, quelle que soit la mesure de protection envisagée. Donc nous, on peut être amené à ouvrir une enquête en institution de curatelle, une enquête en prononcé de PLAFA, et indépendamment de la mesure, c'est ce schéma-là qui s'appliquera à peut-être quelques détails près. Voilà, donc ça c'est vraiment la procédure de manière générale, et puis on va maintenant passer en revue les diverses étapes telles que je viens de vous les énumérer. Alors, en premier lieu, on va évoquer la saisine de l'autorité de protection de l'adulte et l'ouverture de l'enquête. Avant de vous parler de cette saisine, je souhaitais juste évoquer avec vous la question de l'autorité de protection. Donc, dans le canton de Vaud, par autorité de protection de l'adulte, il faut entendre la justice de paix. Et puis, la justice de paix, c'est une autorité collégiale qui est composée d'un juge de paix, qui est son président, et puis de 2 juges assesseurs. Les juges assesseurs, c'est donc des juges, des magistrats non professionnels qui font ça en plus de leur activité quotidienne, ou pas c'est des personnes qui sont à la retraite et puis qui font ça en dehors, mais c'est vraiment une activité accessoire. Donc, la justice de paix, quand on parle de justice de paix, c'est 3 membres. Et le juge de paix, c'est juste le président de cette autorité. Alors pourquoi je vous dis ça, ça peut paraître très formel, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des décisions qui peuvent être prises par le juge de paix seul. Elles sont énumérées dans la loi aux dispositions que je vous indique, mais pour les autres décisions, elles doivent systématiquement être prises par l'autorité de protection incorporée, c'est-à-dire composée de 3 membres. Pourquoi est-ce que je vous dis ça aujourd'hui? Parce que c'est aussi pour que vous soyez conscients des contraintes organisationnelles que ça peut représenter pour nous. On a des procédures parfois qui durent longtemps, mais c'est clair que de réunir 3 personnes, c'est complexe. En tout cas, la justice de paix de Lausanne, je peux parler pour mon office, mais on fixe les séances de justice de paix 1 année à l'avance. Et puis, à titre personnel, donc moi je suis à temps partiel, mais j'ai une séance de justice de paix par mois. Donc ça veut dire que si elle vient de passer puis qu'on doit prendre une décision, il faudra déjà attendre 1 mois, ne serait-ce que pour soumettre ça à l'autorité de protection. Donc voilà, c'est des contraintes auxquelles on est soumis. Il est évident qu'en cas d'urgence, on arrive à s'organiser, soit en s'ajoutant à la séance d'un collègue, soit en mettant une séance urgente, mais ça c'est vraiment pour les urgences. Et puis peut-être, voilà, ça peut aussi vous donner une indication, vous êtes peut-être
Vous avez peut-être déjà été amené, ou vous le serez peut-être, à intervenir une fois en audience. Parfois on arrive, il y a juste un juge et un greffier, puis parfois on a un mur de personnes. Ça peut être assez impressionnant aussi pour les personnes concernées. Donc maintenant vous saurez pourquoi. Voilà, je ne vais pas m'attarder plus. Et puis je vais passer au principe au cas de saisine de l'autorité de protection de l'adulte. Donc à nouveau, il y a 4 cas de saisine qui sont énumérés dans la loi. Je vais traiter les 2 premiers cas conjointement. Il s'agit du dépôt d'un signalement ou d'une requête par un tiers, donc ça peut être par vous-même évidemment, ou par la personne concernée elle-même. Alors en théorie, la différence entre les deux, entre le signalement et la requête, c'est vraiment, elle a peu d'incidence en pratique, c'est pour ça que je traite les deux conjointement. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une requête, on prend des conclusions, on demande quelque chose en particulier, alors que dans le signalement, on signale, puis on laisse le juge après décider la suite qu'il veut donner. Mais concrètement, au sein de la justice de paix, on va traiter ces deux actes de la même manière. Donc ce qu'il faut retenir peut-être d'un point de vue formel, c'est que n'importe qui peut signaler à l'autorité de protection. Ça peut être un voisin, ça peut être l'employeur, ça peut être un professionnel qui intervient dans la situation, ça peut être les membres de la famille, n'importe qui peut signaler. Et quelle que soit l'identité du signalant, on traitera le signalement de la même manière. Donc ça, ce fait-là, il est ancré dans la loi, dans le code civil. Alors, en fait, il faut que je passe... Non, je suis toujours au bon endroit. Dans le cadre du signalement, et ça vous concerne directement, le secret professionnel, il est réservé. Donc, ce qui veut dire, en ce qui vous concerne, avant de faire un signalement, vous devez être relevé de votre secret professionnel, soit par la personne concernée, si elle est consentante, enfin si elle collabore au processus. Si c'est pas possible parce qu'elle est oppositionnelle ou parce qu'elle n'a pas la capacité de discernement pour le faire, alors il faut vous adresser au conseil de santé qui peut vous relever de ce secret-là dans des délais relativement brefs de ce qu'on peut voir dans notre pratique. Alors le signalement, toujours d'un point de vue formel, le signalement ou la requête se font par écrit, signé, idéalement adressé par la poste au juge de paix. Je dis idéalement parce que en cas d'urgence, les justices de paix ont des adresses mail que vous trouvez sur leur page, sur le site de l'État de Vaud, par lesquelles vous pouvez passer. Mais pour nous, c'est vraiment en cas d'urgence. Et s'il y a un cas qui est non urgent, qui nous parvient par ce biais-là, il n'est pas exclu qu'on vous réécrive en disant merci de passer par la voie postale. Parce qu'on aimerait vraiment que ces adresses-là, elles ne soient pas surchargées. Mais ça, c'est une possibilité qui existe en cas d'urgence. Et puis, le signalement doit contenir l'identité de l'auteur. Je crois que c'était pas toujours le cas, en tout cas depuis que moi je suis juge, c'est le cas, mais auparavant je crois que c'était pas toujours le cas. Mais c'est aussi pour éviter les signalements chicaniers, parce que signaler un cas à la justice de paix, ça peut être très contraignant, il y a une enquête qui s'ouvre, c'est pour éviter ce genre de cas aussi. Donc, concrètement, le signalement, ça peut être un simple courrier. On a des gens qui nous écrivent je veux une curatelle, point. Et puis voilà, alors après, on va regarder on va instruire un peu plus avant. Mais ça peut être un simple courrier. Après, il y a aussi des formulaires sur le site de l'État de Vaud, notamment un formulaire qui s'appelle demande de curatelle, qui est assez complet. Vous pouvez vous en servir dans l'hypothèse où c'est cette aide-là qui vous paraît adéquate. Et puis, il y a toute une série de questions auxquelles il faut répondre. Alors pour ce qui est de la pratique maintenant, et principalement en ce qui vous concerne, moi je ne peux que vous inviter, si vous êtes amené à signaler, à joindre à votre signalement un rapport médical qui soit le plus complet possible à ce stade-là. Parce que ça va nous permettre d'aller plus vite dans le traitement du dossier, d'avoir déjà une série d'informations, parce que si on les a pas, de toute façon à un moment donné on va devoir vous revenir et vous réinterpeller. Donc si dès le départ on a quand même des informations exhaustives, pour nous, ça nous permet d'aller plus vite, et c'est aussi dans l'intérêt de la personne concernée. Et puis, ce sera d'autant plus le cas quand c'est une situation urgente, mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Toujours est-il, je vous donne quelques exemples, ce qui devrait ressortir de votre rapport médical, c'est par exemple l'atteinte à la santé dont souffre votre patient, ça c'est relativement évident, mais ensuite aussi sa répercussion sur son quotidien, c'est ça qui nous intéresse, sur son quotidien, sur la gestion des affaires financières et administratives quand on parle de curatelle, ou bien aussi sur sa vie sociale, enfin c'est la répercussion de cette atteinte sur le quotidien de la personne concernée. Il faut nous parler aussi de sa capacité à gérer ses affaires financières et administratives, si vous avez ces informations évidemment.
N'hésitez pas non plus à nous parler du danger que la personne concernée elle représente pour elle-même si elle ne reçoit pas les soins dont elle a besoin. Là, je fais juste une petite parenthèse. Ce qui nous intéresse en tant qu'autorité de protection de l'adulte, c'est le danger que la personne représente pour elle-même et pas pour les tiers ou pour son entourage. Il y a une disposition dans la LVPAE, sachez-le, qui prévoit un placement à des fins de sûreté et qui dit quand la personne représente un danger pour autrui, on peut placer. Alors cet article, il existe toujours, il devrait plus puisqu'il est vidé de son sens parce que la Cour européenne des droits de l'homme nous a gentiment rappelé dans un arrêt que le PLAFA civil, c'est pour protéger la personne concernée et pas la collectivité. Donc voilà, cet article, parfois on nous le cite encore parce qu'effectivement il existe, mais nous on l'applique plus. Donc ça, c'est peut-être bien de le savoir. Voilà, je ferme la parenthèse sur ce point-là. N'hésitez pas non plus à évoquer par exemple l'existence de directives anticipées, d'un mandat pour cause d'inaptitude ou autre, parce que parfois en tant que médecin généraliste, vous le savez, il y a une relation de confiance et les patients vous en parlent. N'hésitez pas à nous le dire, ça c'est l'information importante. Renseignez-nous aussi quant au réseau de la personne concernée, les proches, que ce soit des amis, de la famille, mais quelles sont les personnes qui soutiennent dans cette situation, que ce soit dans la gestion financière et administrative qu'à titre personnel. Donc ça, c'est important pour nous de le savoir. Si vous êtes en mesure de le faire à ce stade, n'hésitez pas non plus à nous parler de la capacité de discernement de la personne concernée, en particulier avec les mesures qu'on envisage, ou de manière générale, ou en tout cas ce que vous pouvez nous en dire. Ça nous aide aussi à ce stade-là. Parlez-nous peut-être aussi de la question de savoir si la personne concernée peut être entendue par le juge. Est-ce que son état de santé le permet? S'il le permet, est-ce qu'elle peut se déplacer à l'office ou pas? Nous, si vous nous dites rien, on partira du principe que c'est le cas, mais si c'est pas le cas, alors c'est important de nous le dire d'office. On gagnera aussi du temps. On va pas citer une audience à laquelle elle pourra de toute façon pas venir. Donc voilà, ça c'est toute une série d'informations qui pour nous peuvent être utiles de prime abord. En plus de tout le reste que vous auriez à nous dire, qu'est-ce qui vous inquiète dans la situation, qu'est-ce qui fait que vous signalez. Mais voilà, c'est juste quelques exemples que je voulais vous donner aujourd'hui. Alors, un autre cas qui permet de saisir l'autorité de protection d'adultes, alors il y a des cas prévus par le Code civil. Je vous ai mis un exemple ici, ça concerne les professionnels, typiquement des services sociaux, qui ont l'obligation en fait de signaler s'ils ont connaissance d'une personne qui a un besoin d'aide particulier. Le juge de paix peut aussi être amené à ouvrir une procédure d'office. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'office? C'est finalement le juge de paix qui intervient dans une situation alors que personne ne lui a demandé. En tant qu'autorité de protection, on doit protéger. Et on doit protéger dès qu'on pense qu'il y a indication à protéger. Donc, contrairement à d'autres domaines du droit, dont le juge de paix est également saisi, où finalement si on nous demande rien, on ne fait rien, la protection, et puis ça paraît logique, on doit vraiment intervenir dès qu'on a quelque chose qui vient à notre connaissance. Je vous donne peut-être deux exemples. On est aussi l'autorité de main levée de l'opposition en matière de poursuite et faillite. Ça m'est arrivé déjà à plusieurs reprises d'avoir une personne qui se présente en audience, et puis en cours d'audience, elle me dit écoutez, ce montant, je le dois peut-être, je sais même pas si j'ai reçu la facture, j'ouvre plus mon courrier depuis un certain nombre de mois, je suis angoissée, stressée par la situation, j'arrive plus à gérer. Et ben dans un cas de figure comme celui-ci, il est évident qu'on va ouvrir une enquête en protection de l'adulte, en informer la personne qu'on a face à nous pour instruire le besoin d'aide. Et la personne nous l'a demandé, mais on intervient. Un autre cas qui me vient à l'esprit, c'est par exemple quand le cas d'un mineur nous est signalé. Alors on ouvre une enquête en protection du mineur, puis on est amené à rencontrer les parents en audience, et puis là on se rend compte qu'en fait les parents arrivent déjà pas à gérer leur propre situation administrative, donc pas étonnant ensuite que ça suive pas au niveau scolaire, au niveau médical pour l'enfant. Donc dans un tel cas de figure, moi ça m'est déjà arrivé d'ouvrir une enquête en protection de l'adulte, déjà pour les parents, pour leur apporter à eux le soutien dont ils ont besoin, pour qu'on puisse ensuite intervenir auprès du mineur. Donc voilà, ça c'est les cas, je crois que j'ai fait le tour, les cas de saisine de l'autorité de protection telles qu'elles sont décrites dans la loi. Mais en ce qui vous concerne, vous interviendrez dans le cas d'un signalement ou du dépôt d'une requête. Alors en revanche, et ça la loi le dit aussi expressément, l'autorité de protection, elle n'entre pas en matière sur les signalements qui sont les requêtes abusives ou manifestement mal fondées. Donc ça, c'est un examen relativement sommaire, mais qu'on va faire au début de la procédure sur cette question-là, et on n'entrera pas en matière si on estime que les conditions ne sont pas données. Et puis une fois que l'autorité de protection de l'adulte a été saisie, alors son président, donc le juge de paix, va ouvrir une enquête, dont il est en charge de l'instruction, à nouveau ça figure dans la loi.
Alors le président de l'autorité de protection, il est tenu d'informer la personne concernée de l'ouverture d'une enquête la concernant. Et puis, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'à partir du moment où nous, on a ouvert une enquête, c'est une machine qui est lancée, et il faudra de toute manière, à un moment donné, clôturer cette enquête. Et ça, c'est une décision de l'autorité de protection de l'adulte, telle que je vous la décrivais tout à l'heure. Voilà, alors on passe maintenant à l'étape urgente, donc les mesures urgentes que le juge de paix, l'étape suivante, les mesures urgentes que le juge de paix peut être amené à prendre dans le cadre de la procédure. Alors cette étape, je l'ai mise ici, parce que c'est une première question qu'on va se poser au moment où on nous signale une situation, tout en sachant que les mesures urgentes, elles peuvent être prises tout au long de la procédure jusqu'à sa clôture. Si tout d'un coup l'indication est donnée, alors dans ce cas-là, on intervient et on rendra des mesures urgentes. Donc une fois qu'il a été saisi d'une situation, qu'il a été saisi d'une situation et pour autant qu'il estime qu'il y a lieu d'entrer en matière sur celle-ci, le juge de paix va procéder à un premier examen dans le cadre duquel il peut être amené à considérer qu'il y a lieu d'intervenir rapidement. Alors dans ce cas, le juge de paix pourra être amené à rendre une ordonnance de mesure provisionnelle ou une ordonnance de mesure super provisionnelle ou urgente. Pour vous la faire brève, dans un cas, on pense qu'on a le temps quand même d'entendre, d'instruire un peu avant de prendre une décision. Quand on est en mesure super provisionnelle, c'est vraiment qu'on prend dans les heures qui suivent une décision parce qu'on estime que notre intervention est nécessaire immédiatement. Donc de telles décisions, de manière générale, et puis ça fait sens à nouveau, elles sont de la compétence du président de l'autorité de protection, du juge de paix, seul, pour qu'il puisse agir rapidement. Il y a quelques nuances concernant le PLAFA, où le PLAFA, en règle générale, il faut quand même que l'autorité soit réunie encore, sauf dans les décisions vraiment urgentes. Mais voilà, pour qu'on puisse intervenir rapidement, il faut qu'on puisse le faire seul. Je ne vais pas rentrer dans le détail procédural de ces décisions, j'ai mis une slide. Les participants ont déjà eu les slides, le docteur Vélez, ou on les a pas? Pas encore, ok, d'accord. Alors vous les aurez. Je vous ai mis des détails un peu plus formels, mais je ne vais pas m'attarder ici maintenant. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le droit d'être entendu de la personne concernée, et le droit d'être entendu, c'est vraiment un droit qui est très important, qui est essentiel en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, enfin en matière de protection. C'est le droit de la personne concernée à être informée qu'elle fait l'objet d'une enquête, à savoir ce qu'il y a dans son dossier, à présenter des moyens de preuve et surtout à se prononcer sur la mesure qui est envisagée la concernant. Donc en fonction de la décision qui est prise, ce droit d'être entendu ne s'exercera pas au même moment. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si on rend une ordonnance de mesure provisionnelle, elle peut être contestée immédiatement, alors que l'ordonnance de mesure super provisionnelle, donc urgente, sur le moment, elle ne peut pas être contestée. C'est que dans un deuxième temps que la personne concernée ou ses proches pourront la contester et faire valoir leurs moyens. Je vous ai donc aussi mis une slide sur le droit d'être entendu. Comme je vous l'ai dit, c'est un droit central. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus aujourd'hui. Mais voilà, il me paraissait important quand même de le mentionner. Ce qui me paraît important de dire aussi, c'est que le droit d'être entendu, donc c'est un droit qui est garanti par la Constitution suisse. Si on rend une décision en violation de ce droit, ça veut dire qu'on rend une décision puis qu'on n'a pas entendu la personne concernée, par exemple, alors l'autorité de recours qui sera saisie d'un recours sur cette question-là, elle va tout bonnement annuler notre décision. Elle va même pas rentrer dans le détail de savoir si la décision était justifiée ou pas. On annule. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est central. Et puis en matière de protection de l'adulte, l'enfant aussi mais de l'adulte, on restreint quand même des libertés fondamentales, d'où la nécessité de garantir ce droit, même si il doit être garanti dans toutes les procédures. Voilà, ça c'était l'aspect formel de la question de ces mesures urgentes sous un angle un petit peu plus pratique. Ce qui me paraît important de vous souligner à ce stade, c'est que dans l'examen qu'on fait du caractère urgent ou non de la situation, nous, juges de paix, nous sommes presque exclusivement dépendants des informations qui nous ont à ce stade été transmises par le signalant ou par leur quérant. Je dis presque exclusivement parce qu'il y a des cas où on peut se référer à un dossier ouvert. Il n'est pas exclu qu'une personne pour laquelle on nous demande un PLAFA fait déjà l'objet d'une curatelle, ou peut-être un dossier déjà clôturé, parce qu'il n'est pas exclu non plus qu'une personne qui a un besoin d'aide ait déjà fait par le passé l'objet d'une procédure de protection de l'adulte. Donc on va aller chercher ces dossiers et essayer de trouver des informations. On peut aussi, quand il s'agit d'un problème de gestion des affaires financières et administratives, aller chercher un extrait de l'office du registre des poursuites, pardon. Ça, on y a accès rapidement.
On va aussi, dans ces cas-là, parfois décrocher notre téléphone pour appeler les médecins impliqués dans la situation. Si le médecin est le signalant, il aura fait un rapport. Mais si c'est pas le cas, parfois les proches nous disent il y a un médecin dans la situation. Alors c'est pas exclu qu'on décroche notre téléphone parce qu'on a besoin très rapidement d'avoir des informations pour évaluer s'il faut agir immédiatement ou si au contraire on peut prendre un peu de temps. Donc ça, c'est pas exclu qu'on le fasse aussi. Mais en dehors de ces cas, tout ce qu'on a à disposition, c'est ce que vous avez porté à notre connaissance. Ce qui n'a pas été porté à notre connaissance est à ce stade ignoré du juge. D'où l'importance, comme je vous le disais, hein, de nous donner un maximum d'informations possibles quand vous signalez, ce d'autant si vous avez le sentiment que c'est une situation urgente. Donc voilà, ça c'est vraiment ce sur quoi je souhaitais insister ici. Alors je vous donne peut-être quelques éléments qui, nous, en tant que juges, vont nous pousser à intervenir urgemment dans une situation. Pour ce qui est des cas plutôt de curatelle, dites-nous, par exemple, si le loyer de la personne concernée n'est plus payé. Pour nous, ça, c'est vraiment une indication à intervenir urgemment, parce qu'on veut éviter à tout prix que la personne concernée se fasse expulser de son logement. Donc ça, on interviendra vite. Vous pouvez aussi nous dire que la personne concernée, elle fait l'objet de nombreuses dettes, qu'elle n'a pas d'entourage familial proche qui puisse l'aider à gérer, que c'est quelqu'un qui est isolé socialement, qui sort plus, qui va pas chercher de l'aide alors même qu'il y aurait besoin qu'il y en ait, que le courrier n'est plus ouvert. Ça aussi pour nous c'est un indice important. Quand on nous dit ça fait 2 mois que le courrier est plus ouvert, alors là on va intervenir. Ce que j'ai eu récemment, c'est une personne qui payait plus ses factures et puis en fait elle avait été condamnée à une amende. Et puis l'amende, si elle n'est pas payée, elle est convertie en jours de peine privative de liberté. Donc là on me disait écoutez, il est sur le point d'aller en prison parce qu'il n'a pas payé une amende de quelques centaines de francs. Alors ça il faut nous le dire aussi parce qu'on va rapidement mettre un curateur dans la situation qui va rentrer en négociation pour essayer d'acquitter ce montant et pour éviter à cette personne de faire de la prison. Pour les cas où vous soupçonnez plutôt une nécessité d'examiner l'opportunité de prononcer un PLAFA, alors dans ce cas-là, parlez-nous des dangers auxquels s'expose la personne concernée si elle n'est pas hospitalisée. Et puis dites-nous aussi, parce que là, de nouveau, je fais une petite parenthèse, mais c'est vrai qu'en tant que médecin, vous êtes en mesure de prononcer, enfin en tant que médecin généraliste, un placement à des fins d'assistance médicale, mais il arrive quand même assez régulièrement que des médecins nous demandent à nous de prononcer un PLAFA civil, alors qu'en théorie, ils auraient pu le prononcer eux. Et nous, quand ça se passe comme ça, on a besoin de savoir, c'est très important, pourquoi est-ce que vous l'avez pas prononcé? Est-ce que c'est parce que vous êtes en contact téléphoniquement avec cette personne, mais que vous parvenez pas à la faire venir à votre cabinet? Est-ce que voilà, il y a un lien de confiance que vous avez peur de mettre à mal, et puis ça vous semble plus important de passer par l'autorité de protection? Il faut qu'on sache, parce que nous, on aura ce raisonnement-là de dire, si le médecin qui voit la personne concernée n'a pas prononcé ce PLAFA, c'est qu'il n'a pas estimé que c'était à ce point urgent, et dans ce cas, nous, on va partir du principe que ça l'est pas. Donc si vous trouvez que c'est extrêmement urgent, il faut nous expliquer, si vous ne le faites pas vous, pourquoi vous l'avez pas fait. Après, les conditions PLAFA médical, PLAFA civil, en théorie, elles sont plus ou moins les mêmes, et nous, de toute façon, on ne peut pas prononcer de PLAFA civil sans un avis médical. Donc, dans tous les cas, si vous pouvez le faire, il faudra favoriser cette voie-là, mais si c'est pas possible, alors il faut nous expliquer pourquoi. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce point-là. On va passer à l'étape suivante, qui est celle de l'enquête en tant que telle. Donc je l'ai dit précédemment, c'est le juge de paix qui va mener l'enquête. Concrètement, c'est quoi mener l'enquête? Ça fait un peu polar, mais l'enquête, ça signifie en fait récolter des informations sur la situation de la personne concernée pour essayer de déterminer si effectivement il y a un besoin d'aide et, cas échéant, quelle est la mesure qui pourrait répondre au mieux à ce besoin d'aide. Et c'est là, si vous n'êtes pas en tant que médecin à l'origine du signalement qui nous a été adressé, alors c'est là que vous allez entrer dans la course, puisque quand on mène l'enquête, on va forcément, s'il y a des médecins dans la situation, les interpeller pour avoir un rapport médical.
Alors, j'en suis consciente, je sais qu'on interpelle beaucoup les médecins, et puis je sais que c'est chronophage, que c'est contraignant, parce que ça prend du temps de rédiger un rapport, de mettre ses idées au clair et de les mettre par écrit. Tout ça, en tout cas, à titre personnel, j'en suis consciente. Ce que j'aimerais vous expliquer aujourd'hui, c'est pour quel motif on a besoin de votre aide, et on est même dépendant de votre aide. C'est qu'en fait, les conditions légales, donc qui sont dans la loi, au prononcé d'une mesure de curatelle, au prononcé d'un PLAFA, ces conditions-là, elles ont un contenu médical, alors que nous, juges de paix, on n'est pas médecin. Donc en fait, on se retrouve à devoir déterminer si une condition est remplie, mais cette condition, elle est médicale et nous, on ne peut pas y répondre. C'est la raison pour laquelle on vous interpelle régulièrement dans nos procédures, parce qu'on a besoin de ces informations-là et qu'on dépend des réponses que vous allez pouvoir nous donner. Donc voilà, une bonne collaboration est nécessaire. De manière générale, ça se passe plutôt très bien. Il y a des fois des cas un peu plus compliqués, mais c'est vrai que nous, ça va retarder nos procédures, ça va les compliquer, et au final, c'est la personne concernée qui va en pâtir. Donc voilà, vraiment, cette collaboration-là, pour nous, elle est essentielle, enfin, vraiment très importante. Dans le cas de l'enquête, qu'est-ce qu'on va aussi amener à faire? On va pas hésiter à interpeller les intervenants à domicile, le CMS, un infirmier en psychiatrie pour avoir un rapport de situation. Dans le domaine des curatelles, on a des moyens d'obtenir des informations. Je vous ai dit l'extrait du registre des poursuites. On va interpeller aussi les autorités fiscales. Est-ce que la personne remplit sa déclaration d'impôt? Est-ce qu'elle a des arriérés d'impôt, cas échéant à hauteur de combien? Est-ce qu'elle a une fortune fiscale? Toutes ces informations-là, on est en droit de les obtenir, et on les recherche quasiment dans tous les cas où on soupçonne qu'une curatelle serait nécessaire. On va aussi s'adresser à l'état civil, puis c'est auprès de l'état civil que les mandats pour cause d'inaptitude sont enregistrés. Donc on leur demande toujours, est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises par la personne concernée avant une éventuelle incapacité de discernement. Et puis là, je vous ai juste mis... Pardon, j'ai oublié de changer la slide. Je vous ai juste mis que l'instruction a lieu indépendamment des autres parties. C'est en opposition à la personne concernée. Comme je vous l'ai dit, la personne concernée, on doit l'entendre, on doit essayer de la voir. Les autres parties, si on cite des membres de la famille qui ne se présentent pas, on ne va pas retarder le processus pour ce motif-là. On ira de l'avant, sauf si on estime que d'entendre une certaine personne est essentiel. Je vous ai mis un petit résumé des obligations de collaborer qui incombent de par la loi aux tiers que le juge de paix peut être amené à interpeller dans le cadre de l'enquête. Alors en ce qui vous concerne, c'est l'article 448 du Code civil qui est pertinent, mais qui dispose ce que j'ai déjà eu l'occasion de vous dire tout à l'heure s'agissant de votre secret médical. Et puis qu'il est ou non jugé nécessaire de prendre des mesures urgentes, le juge de paix fixera une audience à brève échéance, dans la limite de ses disponibilités bien entendu, mais le plus rapidement possible. Et puis, donc l'audience c'est un élément de l'enquête, puis il me paraît important de m'arrêter un petit peu là-dessus pour vous expliquer à quel point cette audience, à mes yeux en tout cas, elle est essentielle dans le cadre de notre travail. Alors essentielle tout d'abord, je vous l'ai dit, parce qu'il faut respecter le droit d'être entendu de la personne, mais ça on peut aussi le faire en théorie par écrit. Mais essentielle aussi parce que c'est à cette occasion que le juge va voir la personne concernée, va l'écouter s'exprimer sur son cas, va constater de visu son état physique ou son état de santé. Les troubles cognitifs par exemple, au cours d'une audience, au début la personne elle va toujours faire bonne figure, et puis au fil du temps on voit qu'il y a des questions qui reviennent. C'est vraiment au cours d'une audience qui doit durer plus que 5 minutes chrono qu'on va aussi percevoir ce qu'on nous a signalé. Je trouve aussi, il y a des choses, je pense que vous êtes bien placé pour le savoir, qui ne pourront jamais être décrites sur le papier. Un sentiment par rapport à la personne concernée, une attitude qu'on voit qu'en audience, et pour moi ça c'est vraiment essentiel dans une enquête en protection de l'adulte. C'est aussi l'occasion d'entendre des témoins, des membres de la famille, etc. Et aussi des médecins. Alors voilà, il y a différentes pratiques. Dans le canton, il y a autant de pratiques que de juges de paix. Je ne peux pas me prononcer pour mes collègues. En ce qui me concerne, je ne cite absolument pas systématiquement les médecins en audience. Je sais que c'est contraignant, je sais que ça prend beaucoup de temps. Par contre, je le ferai dans les cas qui sont particulièrement lourds et les cas particulièrement complexes. Parce que dans ces cas-là, il y a vraiment un intérêt en audience à avoir la personne concernée, éventuellement des membres de son entourage et le médecin, et d'ouvrir une discussion. On va tous ensemble essayer de trouver la solution la plus adaptée pour aider la personne. Mais sincèrement, c'est assez rare. Donc voilà, en ce qui me concerne, c'est la pratique que j'ai. Je ne peux pas me prononcer pour mes collègues, mais vous pourriez être amené à être cité en audience.
Et puis aussi essentiel, et ça c'est important de le dire aujourd'hui, je pense, c'est que l'audience, elle peut, dans certains cas de figure, nous permettre d'éviter de mettre en œuvre une mesure, pardon, de protection. Alors je m'explique. Il n'est pas exclu que le juge favorise dans un premier temps un engagement que prendrait la personne concernée au cours d'une audience, parce que finalement, la personne concernée, quand elle vient devant nous, soit elle est oppositionnelle, et là, tout ce que dit le juge, de toute façon, c'est non. Alors voilà, nous on en prend acte, et puis on ira de l'avant dans notre procédure. Mais parfois, et c'est quand même relativement souvent, on a des personnes qui sont collaborantes, qui sont conscientes de leurs besoins d'aide, et qui sont prêtes finalement à entendre les inquiétudes de l'entourage, les inquiétudes du signalant. Et puis si on met le doigt sur un point en particulier en se disant mais si ça, on arrive à agir là-dessus, bah, les inquiétudes qui ont été manifestées, elles seront calmées, alors on essaie de mettre ça en œuvre. Je pense par exemple à une personne concernée qui avait un suivi médical et qui l'a interrompu. Une personne concernée qui n'a pas de suivi médical alors que tout le monde s'entend à dire qu'elle en aurait besoin. Je pense aussi à des personnes, j'en ai une toute récemment en audience et je la revois d'ailleurs aujourd'hui, une personne concernée qui joue en ligne. Alors là, on va discuter. Et puis si la personne, elle est d'accord de recontacter son médecin et de prendre un engagement en ce sens, elle est d'accord de contacter un médecin, on peut même essayer de déterminer qui, ou bien qu'elle est d'accord de faire un test et de s'engager à ne plus jouer pendant une certaine période, alors nous, on va favoriser cette solution-là dans un premier temps. On va suspendre notre enquête pendant une durée à déterminer, on se revoit à l'issue de cette suspension et on fait le point. L'intérêt, c'est que si finalement la personne a joué le jeu, dans la majorité des cas, on peut simplement renoncer, on ferme l'enquête et on renonce à une mesure. Si la personne n'a pas joué le jeu, ce sera plus facile aussi ensuite d'introduire le fait que maintenant on doit prendre des mesures plus contraignantes. Parce que la personne concernée, bah, elle aura une possibilité de faire par elle-même et puis elle se rend compte qu'elle n'a pas été en mesure de le faire. Puis dans ce cas-là, elle sera aussi plus apte à accepter les restrictions qui vont intervenir avec la mesure de protection de l'adulte. Donc voilà, l'engagement, cas échéant, il est protocolé au procès verbal, il est signé par la personne concernée, en sachant que ça n'a aucune valeur d'exécution, que sais-je. C'est juste pour formaliser la chose, puis que ça ait aussi de l'importance aux yeux de la personne concernée. Et puis pour le reste, sur le plan formel, la loi impose au juge de paix que les dépositions faites en audience soient résumées au procès verbal, dans ce qu'elles ont d'essentiel à retenir, enfin et d'utile, et signées par leur auteur. Je prends encore le temps, dans le cadre de l'enquête et de l'administration des preuves que fait le juge de paix dans ce cadre, de vous parler brièvement de l'expertise, parce que ça c'est aussi un gros poisson, enfin une grosse partie de notre enquête, je vais y arriver. D'après la loi, donc l'expertise elle est ordonnée si nécessaire. Ça veut pas dire grand chose. Alors le tribunal fédéral a eu la gentillesse de préciser un peu ce qu'il faut entendre par là. Donc une mesure de protection instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit se fonder sur un rapport d'expertise. Ça, c'est ce que nous dit la jurisprudence. Donc, dans les faits, pour les PLAFA, parce qu'il faut dire ce qui est, la grande majorité de nos PLAFA sont prononcés pour de telles causes. Alors, en matière de PLAFA, il faudrait en théorie, quand on prononce un PLAFA au fond, donc pour une durée indéterminée, qu'on ait systématiquement une expertise au dossier. La décision au fond, donc pour une durée déterminée, par opposition aux décisions provisoires, une décision provisoire de PLAFA, ça on peut la prendre sur la base d'un avis médical d'un médecin qui intervient dans la situation. Ça c'est différent. Mais pour les mesures au fond, il faudrait une expertise. Et puis pour ce qui est des mesures de curatelle, le tribunal fédéral nous a dit que c'est un préalable nécessaire à tout le moins lorsque la mesure ne prononce... Non, c'est pas un... Pardon. Je m'en mêle les pinceaux. C'est pas un préalable nécessaire, à tout le moins lorsque la mesure ne prononce pas une restriction de l'exercice des droits civils. Donc en théorie, dès qu'on prononce une curatelle portée générale ou qu'on prononce une curatelle de représentation dans le cas de laquelle on peut restreindre un peu les droits civils, il faudrait une expertise. Alors je vous dis en théorie, parce que la théorie c'est toujours simple, c'est toujours beau, c'est toujours gentil, en pratique tout est plus compliqué. On a la première difficulté, c'est que l'Institut de psychiatrie légale à qui on confie la majorité de nos expertises est sous l'eau. Donc les processus d'expertise prennent plusieurs mois, et quand je dis plusieurs mois, on est parfois pas loin d'une année, et ça c'est pour autant que la personne concernée collabore. Donc ça c'est la première difficulté. Ce qu'il faut relever aussi, c'est qu'en tant que juge de paix, on est beaucoup confronté à des cas où on nous demande un PLAFA pour une personne âgée, parfois pour des personnes extrêmement âgées. Et puis dans un tel cas de figure, je veux dire, le PLAFA, c'est contraignant pour la personne, il faut la déplacer, ça représente du stress, ce d'autant que lorsque c'est des personnes qui souffrent de troubles cognitifs. Donc voilà,
le juge de paix va devoir faire une pesée des intérêts, c'est une question d'appréciation, à nouveau, une appréciation c'est subjectif, il y a autant d'appréciation que de juge, mais il faut faire une pesée des intérêts dans ce cadre-là et voir si vraiment l'expertise est nécessaire, ou si on peut pas, parfois on veut traîner un petit peu les choses, arriver à ce que la personne âgée finalement accepte son plafond, enfin bref, on essaiera de broder un peu, mais on essaye de le faire dans la pratique pour pas surcharger l'IPL, et aussi pour faire en sorte qu'on n'ait pas que des procédures qui durent beaucoup trop longtemps. Donc voilà, sachez en tous les cas que le rapport médical que vous seriez amené à nous produire dans le cadre d'une telle procédure, plus ce rapport est détaillé et plus nous, on pourra aussi justifier le fait de ne pas passer par une expertise. Si on a un rapport qui est bon, qui est complet, on peut essayer de se baser là-dessus et de rendre nos décisions en justifiant le fait que voilà, on a toutes les informations qu'il fallait. Ça peut nous aider dans certains cas quand justement on est un peu limite. Voilà, ça c'est l'expertise, c'est ce que je viens de vous dire. Non, là je crois que je vais aller... Oui. 5 minutes devant nous environ. 5 minutes. Oh là, mon Dieu. Je suis en date terminée. Ok, alors dans le cas de cette enquête, dans le cadre de l'enquête, je voulais vous parler aussi, ça c'est peut-être important, c'est les limites auxquelles on est confronté dans notre pratique. Les limites qui nous créent des difficultés, peut-être important que vous en ayez connaissance. Alors, tout d'abord, je parle des personnes concernées qui n'ont pas de réseau professionnel, pas de réseau familial, qui n'ont pas de suivi médical. Pour nous, c'est extrêmement complexe parce qu'on ne sait pas où s'adresser pour avoir des informations sur la situation. Alors, dans ces cas-là, on a, notamment pour pallier à l'absence d'un suivi médical, certaines possibilités à notre disposition, notamment faire intervenir le médecin délégué par le médecin cantonal. Donc là, c'est un médecin délégué, c'est dans la loi, hein. Nous, on mandate formellement ce médecin délégué qui va aller à domicile, rencontrer la personne, apprécier son cas et nous faire rapport sur la situation. Donc ça, c'est la première chose. Une autre possibilité dont j'avais parlé avec le docteur Morandi à l'issue de ma dernière présentation, c'est aussi de faire intervenir le SIM, un suivi intensif dans le milieu de la section de psychiatrie mobile du CHUV. Alors c'est différent parce que nous, on ne peut pas mandater ces personnes-là formellement, c'est quelque chose qui doit s'organiser hors intervention judiciaire, mais toujours est-il que ça c'est aussi un moyen de créer une ouverture vers la personne concernée, mais pour ça, il faut qu'il y ait quelqu'un dans l'entourage qui donne accès à la personne concernée, un membre de la famille, un ami, etc. Voilà, ça c'est des solutions qu'on a avec leurs limites aussi, hein, avec une intervention, des délais d'intervention plus ou moins rapides, et puis le fait que le médecin délégué, son office est aussi passablement surchargé. On a aussi fréquemment affaire à un entourage familial très présent, parfois trop présent, à bout de force, impliqué émotionnellement. Ces gens-là, ils ont des attentes par rapport à notre intervention, des attentes qu'on peut souvent pas satisfaire. Je rappelle notamment que les établissements psychiatriques fermés n'existent plus dans le canton de Vaud, qu'on peut pas sevrer une personne dépendante indépendamment de sa volonté si elle n'est pas collaborante, et ça pour les familles c'est extrêmement difficile à entendre, et une grande partie de notre travail c'est de leur expliquer, et ça crée beaucoup d'insatisfaction. Le point suivant, je l'ai déjà partiellement évoqué, hein, on sait que ce que le signalant porte à notre connaissance. En protection de l'adulte, il y a aussi beaucoup de choses qui sont occultées par gêne, par honte, et ça, bah voilà, c'est aussi une difficulté à laquelle on fait face, parce que parfois on apprend des choses essentielles par la suite. On est aussi dépendant de l'appréciation que fait le signalant du cas. Le signalant, pardon. Une appréciation, c'est subjectif. On n'a pas tous la même représentation de l'urgence. On n'a pas tous la même représentation du danger. Et puis parfois, on nous dit c'est très urgent, on prend une mesure urgente et on se rend compte finalement que ça l'était pas. L'inverse est vrai aussi. Moi, je tiens une audience et je me dis, mais mon Dieu, c'est la catastrophe. Ça fait déjà 2 mois que j'aurais dû intervenir dans ce dossier, mais on nous a dit que finalement tout était sous contrôle et que tout allait bien. Donc ça, c'est aussi une difficulté à laquelle on peut être confronté. Alors, je vais pas m'attarder sur les points suivants. Je suis navrée, je vais m'arrêter là. Donc, ces limites, elles sont évidemment pas exhaustives, mais c'est celles auxquelles j'ai pu penser. La clôture de l'enquête, je vais passer très rapidement là-dessus. Donc, le président, une fois qu'il a terminé son enquête, il va proposer la clôture de l'enquête à l'autorité de protection, donc à ses 3 membres. C'est cette autorité de protection qui va soit fixer une audience, soit elle va s'en passer, mais elle va prendre une décision lors d'une séance où les 3 membres sont réunis. La décision, ce sera évidemment soit on institue une mesure parce qu'on estime que les conditions sont données, soit on n'en institue pas parce qu'on est au contraire arrivé à la conclusion qu'il n'y avait pas lieu de le faire. Cette décision, c'est une décision au fond, donc pour une durée
indéterminée, toujours par opposition aux décisions provisoires qu'on peut être amené à prendre. L'autorité de protection, elle peut ordonner un complément d'enquête si elle estime que l'enquête n'est pas complète, ou si tout d'un coup, ça arrive, hein, à l'audience de clôture d'enquête, tout d'un coup, personne concernée nous sort un truc qu'on ignorait totalement, qui change la donne, on repart en complément d'enquête. On rouvre une enquête, on continue, on refait le même processus, et on repropose la clôture au final. Voilà, je passe très vite, mais je crois que j'ai dit. Et puis finalement, alors dans l'hypothèse où une mesure est instituée, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ensuite le juge de paix qui assure le suivi de cette mesure. Et puis, donc, il y a des examens périodiques à faire, que ce soit un PLAFA, que ce soit une curatelle, pas forcément pour les validations de mandat pour cause d'inaptitude. Enfin, il y a d'autres procédures où c'est pas le cas, mais en tout cas, pour ces deux mesures, on doit faire des examens périodiques. C'est la loi qui nous dit à quel intervalle. Je vous ai mis ça dans la slide. Et puis, alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est là, à nouveau qu'on peut se réadresser à vous. Parce qu'on doit faire un réexamen, est-ce que la situation a évolué dans le bon sens, dans le mauvais sens, où est-ce qu'on en est? Et puis, c'est sur la base de l'avis que les médecins seront amenés à nous donner dans cette étape-là qu'on va peut-être transformer, on va prononcer des mesures ambulatoires en lieu et place d'un PLAFA, qu'on va prononcer une mesure moins incisive, une mesure de curatelle, ou qu'au contraire, on va passer sur quelque chose d'un peu plus costaud. Voilà, je suis navrée, j'ai été très vite sur la fin, j'avais d'autres choses à vous dire, mais malheureusement le temps est écoulé.